Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on m'a demandé de faire un tuto sur les aboiements. Alors, les aboiements, c'est une notion qui est très complexe, qui pourrait faire une vidéo vraiment extrêmement longue parce que je pense qu'à proprement dit, on pourrait faire des heures et des heures de cours sur les aboiements pour vraiment tous les définir, définir l'origine émotionnelle, définir comment ils travaillent, etc., etc. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un espèce de, comment dire, de récap grande ligne et d'essayer de vous amener sur la notion de réflexion, un peu comme la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, cette notion de réflexion de comment trouver le pourquoi du comment et comment le travailler. Alors, du coup, on a différents aboiements qui peuvent être de différentes origines également. Et on va partir dans les grandes lignes. On peut se dire qu'un aboiement, c'est avant tout une vocalise. Une vocalise, ça peut être mouiner, ça peut être chouiner, ça peut être aboyer, ça peut être ululer, ça peut être faire le loup, ça peut être vraiment plein de choses. Mais avant toute chose, l'aboiement, c'est une vocalise. Proprement dit, je ne sais pas si on peut vraiment dire que l'aboiement veut dire quelque chose. L'aboiement a un sens émotionnel, certes. Maintenant, on ne peut pas catégoriser et dire voilà, un chien qui aboie, c'est ça. Ce que communément on a tendance à penser, c'est que aboiement égale agressivité. Un chien qui aboie, c'est un chien agressif. Bah, ça, c'est une grosse erreur, puisqu'il y a multiples raisons d'aboiement. Et l'agressivité, bah, déjà, du coup, il faut la définir. Alors, du coup, si je définis l'agressivité, il y en a plusieurs formes qui peuvent amener une forme d'aboiement. On a les agressivités de poursuite. Donc, la poursuite, je précise, c'est tout ce qui est lié à la familiarisation, donc les coureurs, les cyclistes, les voitures, etc. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas de la prédation, c'est une mauvaise raisonnement en termes de socialisation, on parle de familiarisation à ces choses environnementales. Et on appelle ça, donc en termes vraiment techniques, on appelle ça de l'agressivité de poursuite. L'agressivité de prédation, voilà, on dit l'agression de prédation, l'agression de poursuite, hein, mais voilà. L'agression de prédation peut amener également des aboiements. Par exemple, bah tiens, je vous prends l'exemple d'un beagle qui a flairé une piste et qui du coup a décidé de suivre cette piste. Il va suivre en aboyant, comme ça, vous avez vu, je fais bien le beagle. N'oublions pas que derrière aboiement, il n'y a pas forcément morsure. Et c'est pareil, ça fait partie des amalgames qui sont faits. C'est que très souvent, quand on voit un chien qui aboie, on pense à un chien qui va mordre. Si je reviens sur mon exemple du beagle, le beagle, génétiquement, il est créé pour pour aboyer, pour faire bouger le gibier et pour le faire monter aux arbres, pour le bloquer à l'arbre. Et c'est pour ça d'ailleurs que les beagles ont souvent tendance à se camper comme ça, droit sur le tronc de l'arbre, en aboyant, parce que leur objectif et la sélection génétique a fait que on a gardé ça pour qu'en fait ils gardent les gibiers en hauteur, notamment pour que après les chasseurs en gros puissent venir cueillir le gibier. Ils font pas tout ça, on met pas une étiquette, c'est une tendance génétique, d'accord? Donc dans l'agression de prédation, on a aussi des aboiements. On a donc dans les agressions par peur, on a des aboiements. On a des aboiements dans les agressions par frustration également. On peut avoir des aboiements. On peut avoir des aboiements. Donc là, il doit y en avoir d'autres, mais là, comme ça, il n'y en a pas d'autres qui me viennent. Je préfère partir sur les agressions principales. Je dirais que, pareil, dans les agressions maternelles, il peut y avoir des aboiements. Donc, les agressions maternelles, c'est la femelle qui a des petits et qui protège ses petits, elle va aboyer sur les humains. C'est de l'agression maternelle. Voilà, donc il y a plein de formes déjà d'agression qui amènent des aboiements. Tous n'amènent pas à la morsure. Autre notion importante, ça va être les aboiements liés, on va dire, à la survie. Qu'est-ce qu'on va appeler la survie? Alors la survie, ça va être un chien qui souffre d'hyperattachement, par exemple. Dans l'hyperattachement, le chien va aboyer pour appeler
son humain, son humaine, un peu comme il l'aboierait pour appeler sa maman. L'objectif, c'est de faire revenir l'humain. On va avoir dans la notion de survie le chien qui a des grosses peurs de solitude, des troubles liés à la solitude. Et ben on va avoir un chien qui va aboyer également, mais là ça va être un aboiement très particulier parce que ça va être un aboiement pour s'entendre et pour se rassurer du fait qu'il est en vie. En gros, dans la tête du chien, c'est ça, c'est j'aboie pour m'assurer que je suis en vie, pour m'assurer que je suis bien encore là et que je suis seule, mais je suis en vie. C'est un petit peu ça l'idée. On va avoir aussi, là sur la survie, dans l'idée, on va dire que je suis partie sur les notions principales. On va également avoir les aboiements qui vont être liés à la garde. Donc dans la garde, on va avoir les chiens qui aboient quand ils entendent la sonnette. C'est fait pour signaler, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Ou peut-être que dans la tête du chien, parce qu'après tout on n'est pas dans leur tête, peut-être que dans leur tête c'est pour dire attention je suis là, donc vous rentrez pas parce que je suis là. On va avoir l'aboiement justement du chien qui prévient, je te préviens, tu rentres pas, parce que il protège sa maison. Alors, je donne des exemples de races comme ça, hein. Ça peut être berger allemand, j'allais dire Rottweiler, mais c'est pas les chiens les plus aboyeurs, les Rottweiler. Les Rots, très souvent, ils vous laissent rentrer, mais c'est pas dit qu'ils vous laissent sortir. Et ils le font tout dans le calme. Mais moi, je dis souvent, ils ont le sourire quand ils font ça. Encore une fois, je ne mets pas une étiquette, c'est pas tous les rots comme ça, de la même façon, c'est pas tous les bergers allemands, d'accord. Moi je connais, j'ai une amie il y a quelques années qui s'est fait bloquer chez un pote à elle. En fait, elle est allée pour nourrir le chien et puis elle l'a nourri, il l'a laissé rentrer, il lui a fait la fête. Par contre, il la laissait plus sortir et il était fortement menaçant. Donc voilà, c'est vraiment pas des étiquettes, attention, c'est juste des exemples, d'accord. Donc voilà, tout ce qui est instinct de garde, ça peut faire aboyer le chien. Et on va avoir également les aboiements par peur. Alors, je les ai mis dans l'agressivité. Je le remets ici. Là, je vais vous parler de ce qu'on appelle le chien menteur. Alors, j'arrête tout de suite ceux qui disent le chien menteur, ça n'existe pas. Chacun on va dire chacun ses connaissances, chacun met aussi le terme qu'ils veulent parce qu'au final très souvent on se retrouve sur exactement la même définition, c'est juste qu'on n'utilise pas le même terme. Donc don't act, l'essentiel c'est que ce soit compréhensible. En gros le chien menteur c'est celui qui va aboyer, donc on va beaucoup retrouver ça au grillage, par exemple Sunshine il le fait. En fait, on a l'avant du corps qui est en posture haute, relativement menaçante, mais l'arrière du corps qui est très bas, avec très souvent la queue entre les pattes. Pourquoi on appelle ça un chien menteur? C'est parce que la posture est ambivalente, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une posture haute et à la fois une posture basse dans la même séquence, dans le même corps. Et en réalité, c'est parce que l'émotion est ambivalente, c'est-à-dire qu'il y a le haut du corps qui est, on va dire, je vais essayer de le simplifier le plus possible, dans de la garde territoriale, ce que vous voulez. Pour ceux qui sont anti-garde territoriale, on va dire de la garde, d'accord. Donc il y a l'avant du corps qui est en protection et il y a l'arrière du corps qui dit protège, mais j'ai vachement peur de ce qui peut se passer. Ces chiens-là peuvent vraiment mordre. Autant un chien qui garde juste sa maison, il peut être menaçant, mais ne pas aller jusqu'à la morsure. Autant un chien qui a une émotion ambivalente, c'est vraiment un chien qui peut mordre. En tout cas, au minimum, il peut pincer. Pourquoi? Parce que au niveau cognition, ça se coupe. Parce qu'il est à la fois dans l'instinct de garde et à la fois, il est dans la peur. Sa peur, à un moment donné, prend le dessus et il suffit qu'on fasse un mouvement brusque et que le chien identifie pas correctement au mal. Et bien comme, en fait, du fait de cette émotion ambivalente, il va quand même oser y aller malgré tout, il va quand même oser aller très proche. Et le fait d'aller très proche, c'est ce qui va créer ce tchac au dernier moment. On va plus tchac, exactement que tchac. Donc là, il peut y avoir un risque de pince, et ce n'est pas lié à la garde, c'est lié à la peur. La plupart du temps, c'est de la peur humaine. Là, comme ça, j'essaye de réfléchir, mais je crois pas, dans l'idée, je crois pas qu'il y ait d'autres contextes. Alors peut-être que c'est juste que ça me revient pas, mais je crois pas qu'il y ait d'autres contextes dans ce cadre-là. Là, comme ça me vient pas.
Donc ça peut créer un risque de pince. C'est rare quand ça va plus loin parce qu'en général, après avoir pincé, le chien par contre va finir par reculer et s'éloigner, ou si vous utilisez une voix un petit peu forte, il va, du coup, la peur va à nouveau prendre le dessus et ça va reculer. Mais c'est vraiment l'émotion ambivalente qui va créer et les aboiements et le risque de pincement. Donc, vous voyez, même si je fais un gros résumé, il y a quand même énormément de situations où le chien peut aboyer. Alors du coup, pour un propriétaire entre guillemets lambda, ça peut paraître compliqué à résoudre. C'est parfois aussi difficile pour nous, éducateurs canins, de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe, parce qu'en plus de ça, il peut y avoir plusieurs émotions qui se mêlent. Regarde, juste que je vous le mette comme il faut, je me suis arrêtée en cours de route. Il peut, voilà, donc du coup, y avoir plusieurs émotions qui se mêlent, et de là, en fait, ça peut être très difficile de définir pourquoi le chien aboie. Ce que je vous conseille, c'est, on va effacer ça pour que je vous explique un petit peu comment essayer de travailler l'aboiement. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous le savez, mon credo, c'est l'émotionnel. Parce que de toute façon, il n'y a pas de comportement sans émotionnel. Donc ça va avec, d'accord? Si je ne peux pas travailler l'un sans l'autre, enfin, je peux travailler le comportement sans l'émotionnel, mais en général, le résultat à long terme, il est moyen. Est-ce que c'est sec? Donc, pour travailler ça, pour comprendre ça, là vous dites je fais ça avec mon écharpe, mais moi vous savez mes affaires, c'est le canin avant tout. En fait, l'idée, ça va être de vous mettre dans un système. Alors, si on prend par exemple l'échelle de 2 As, je vais essayer de la simplifier le plus possible. L'idée, ça va être déjà de regarder un petit peu ici le contexte. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, le contexte, il peut être interne ou externe. Donc, on va définir les deux. Le contexte interne, c'est qu'est-ce qui se passe dans le chien. Là, encore une fois, je le résume. C'est un tableau qui est beaucoup plus complexe. J'essaye de rester sur les grandes lignes. Le contexte interne, donc je disais, c'est qu'est-ce qui se passe dans le chien à ce moment-là. C'est-à-dire, ça peut être, est-ce que ça le soulage? Est-ce qu'il y a un stress? Est-ce qu'il y a quelque chose de physiologique qui se passe, etc. Et le contexte externe, on va dire qu'est-ce qui déclenche l'aboiement, d'accord? Qu'est-ce qui se passe juste avant l'aboiement? On a, et j'insiste sur le fait que je le simplifie au maximum, hein. On a donc l'aboiement, donc ça c'est l'action du chien, ok? Et on a, à un moment donné, l'arrêt du comportement. Quand est-ce que ça s'arrête? Quand? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui a mis fin à cet aboiement? Et là, on va avoir ce qu'on appelle la période réfractaire. La période réfractaire, c'est le temps qui s'écoule entre deux de ces séquences. D'accord? Ça, dans l'absolu, vous en occupez pas. D'accord? On simplifie. Et de là, en fait, on va arriver sur les conséquences. Les conséquences, elles vont être internes et externes. Vous voyez, on a à la fois un contexte interne-externe. Après, on a une chaîne d'action, une séquence, si vous préférez. Pareil, utilisez le mot que vous voulez, on s'en fout, l'essentiel c'est que vous compreniez. Et on a une conséquence interne, conséquence externe. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de soulagement. C'était pas très juste de le dire ici. On va le mettre plutôt ici. Voilà, la conséquence, c'est est-ce que cet aboiement, il me soulage? Par exemple, je vous parlais du chien qui a peur quand il est seul et qui a besoin d'aboyer pour se sentir vivant. La conséquence interne de cet aboiement, c'est un soulagement interne extrêmement intense. Et donc, ça va être extrêmement difficile de faire passer cet aboiement alors qu'il s'auto-satisfait à l'intérieur. La conséquence n'est pas externe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les aboiements comme dans d'autres problématiques, mais particulièrement dans les aboiements,
Le problème pour y faire passer, c'est que très souvent, il y a en fait une conséquence interne. Et la conséquence interne, elle est beaucoup plus forte en termes de récompense que la conséquence externe. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à faire passer, ça va être plus difficile. Voilà, parce que il y a vraiment quelque chose d'auto-soulageant, d'auto-renforçant, comme faire une méditation. Moi, quand je fais une méditation, ça m'apporte un bien-être et un soulagement et une zen attitude. Que c'est compliqué pour moi de... Voilà, c'est compliqué comme sorte de ma méditation, de mon moment de méditation, ou c'est compliqué pour moi de ne pas faire ma méditation du jour. C'est quelque chose que je vais mal vivre parce que c'est quelque chose vraiment d'auto-renforçant pour moi. Alors, il y en a, ça va être l'alcool, par exemple, ça peut être la cigarette, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui, au moment où l'acte est produit, il y a un soulagement interne qui fait que c'est très dur à faire passer. Ça fait d'ailleurs souvent les addictions, pour les humains, je crois. La conséquence externe, et ben, si je prends l'exemple du facteur qui vient devant la maison, le chien aboie pour lui dire dégage, t'es chez moi, dégage, t'es chez moi, le facteur qui part, c'est pareil, on a quand même un soulagement, une satisfaction interne important. Pourquoi? Parce que ben, le chien a obtenu le fait que, de se dire bah, j'ai réussi mon job de gardien, mais on a aussi une conséquence externe, c'est le facteur part. Donc, les conséquences des aboiements entraînent souvent des autosatisfactions, des auto-renforçateurs internes qui amènent à une difficulté de travailler dessus. Donc pourquoi je vous fais ce schéma? C'est pour vous faire comprendre que si vous voulez travailler sur l'aboiement de votre chien, vous devez avant toute chose définir le contexte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui déclenche l'aboiement? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? Et définissez la conséquence, d'accord? À partir de là, vous allez avoir plusieurs leviers à activer, soit en agissant globalement sur le contexte, soit en agissant sur la conséquence. On peut également agir sur cette chaîne-là. Donc, je fais un gros résumé et je ne vais pas rentrer dans les détails. En gros, sur les contextes, on va avoir tout ce qui est contre-conditionnement. Contre-conditionnement opérant ou contre-conditionnement classique. Je suis en train de me dire que ça va être compliqué si je pars là-dedans. Donc, ça risque d'être trop compliqué si je pars dans cette explication-là. Du coup, en gros, dans tous les cas, je vous conseille de vous faire aider. Ça sera beaucoup plus simple. Si vous voulez agir seul ou essayez d'abord d'agir seul, regardez quel est le contexte. Je vais simplifier en vous disant, regardez comment vous pouvez agir sur le contexte, modifier le contexte, que ce soit interne ou externe. Je peux peut-être rendre la situation moins effrayante, je peux peut-être rendre la situation plus agréable, je peux peut-être éliminer la situation. Par exemple, si c'est les aboiements sur la sonnette, bah, je peux débrancher ma sonnette ou je peux demander aux gens de simplement faire un SMS avant, ou un WhatsApp avant d'arriver au lieu de sonner. J'élimine l'aboiement sur la sonnette, d'accord? Contre-conditionné, ça va être par exemple jeter une poignée de bonbons à chaque fois que la sonnette sonne. Il va falloir le faire beaucoup de fois, il va falloir le faire longtemps. Ça marche pas, faut être honnête, ça marche pas franchement à long terme. Ou ça peut être sonner jusqu'à ce que le chien se lasse, mais c'est vos voisins qui vont pas être contents. Donc, dans l'absolu, il y a des solutions, mais les aboiements sur la sonnette, de là à dire vraiment ça fonctionne à long terme, c'est un peu compliqué. Et donc, je disais, vous pouvez aussi regarder au niveau des conséquences, comment peut-être vous pouvez agir sur les conséquences, changer, c'est-à-dire que si le chien en retire une conséquence positive, ben faire en sorte qu'il en retire une conséquence négative, une conséquence désagréable, ou une conséquence en tout cas non renforçante. Le secret, il est là, c'est définir ça et définir ça. Après, le reste, entre guillemets, c'est que du blabla. Alors, je mets des guillemets, hein, d'accord, c'est pas que du blabla, mais voilà. Si vous voulez travailler sur les aboiements, ayez déjà conscience qu'il y a tout ce qu'on a évoqué avant, et encore peut-être que là, j'en ai oublié en cours de route, je suis vraiment partie sur les données principales. Donc, il y a tout ce qu'il y a avant qui peut déclencher un aboiement.
et que pour le travailler, vous devez définir quel est le contexte interne-externe et vous devez définir en tout cas la conséquence interne-externe. Si on veut agir sur la partie plutôt opérante, c'est-à-dire sur l'action du chien, on aura une solution, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un CAA, un comportement alternatif antagoniste. Là, je reviens sur ça, où ça vient un peu compliqué. C'est un comportement contraire qui ne va pas pouvoir lui permettre d'aboyer, en fait, de déclencher l'aboiement. Et là, sur un aboiement, c'est extrêmement compliqué de ne pas pouvoir déclencher l'aboiement. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis un peu entre parenthèses parce que c'est un peu plus compliqué. Cela dit, c'est faisable. Mais ça reste pas drôle, pas simple à faire. Et dans tous les cas, pour régler les problématiques d'aboiement, en fait, vous devez absolument éviter de les renforcer, c'est-à-dire de faire en sorte d'amener encore en plus quelque chose de positif. Si je prends l'exemple, ah bah tiens, j'en ai pas parlé tout à l'heure, l'exemple des aboiements pour les demandes d'attention, le petit Yorkshire qui aboie et puis qui en même temps regarde son humain ou son humaine. Hein, t'as vu, j'ai aboyé, hein, t'as vu, et son humain lui dit non, arrête, tais-toi. Le chien, il aboie pour demander l'attention. Même si vous lui dites chut, arrête, tais-toi, vous lui avez bien donné de l'attention, donc vous avez renforcé l'aboiement. Vous lui avez dit oui, tu as raison, c'est bien d'aboyer. Et donc, en fait, pour arrêter cet aboiement-là, vous allez devoir après passer par l'ignorance et le laisser aboyer X temps jusqu'à ce que le comportement s'éteigne. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que en tout état de cause, vous devez tout faire pour éviter que le chien se renforce dans l'aboiement et vous devez tout faire pour vous éviter de le renforcer dans l'aboiement. Je tiens à préciser d'ailleurs que l'aboiement, c'est une des grosses différences qui sépare le loup et le chien, parce qu'on a trop tendance à dire que le chien descend du loup. C'est faux, le chien ne descend pas du loup, il descend du Canis lupus familiaris. Et le chien aboie, le loup n'aboie pas. Donc, à proprement dit, c'est une des grosses différences qui font que nos amis canins sont bien des canins et non des loups, malgré l'évolution. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura apporté des petites lignes, un petit peu, des petits éclairages au milieu du tunnel des aboiements. Je ne peux pas faire plus précis parce que vous l'avez vu, il y a plein d'aboiements différents. Chaque aboiement doit être décortiquer, analyser pour comprendre comment le travailler. Mais si déjà vous arrivez à décortiquer un petit peu comme ça, à définir votre contexte et à définir les conséquences, il y a moyen que vous soyez assez autonome. Et encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider. A plus, bonne journée!